L'objet de la mission, c'était fondamentalement, c'était en s'appuyant sur une histoire qui est vraiment très forte, d'essayer de parler de la traite des esclaves en général et de celle dans l'océan Indien en particulier. Concernant l'histoire elle-même, ce qui nous importait, c'était de comprendre comment plusieurs dizaines de personnes pouvaient survivre sur une île quasi déserte, d'1 kilomètre carré, loin de toute terre. Il faut savoir que la terre la plus proche, en gros, est à 500 kilomètres, avec ce sentiment d'isolement et d'abandon total. Alors, cette survie, on voulait comprendre comment elle avait été sur le plan matériel, mais ce qui nous apportait aussi, c'est savoir si on pouvait trouver des indices de leur comportement psychologique ou social surtout. Ce qui est une gageure en matière d'archéologie, puisqu'on ne travaille que sur des traces matérielles. On peut aborder cette exposition, d'ailleurs c'est le cas des médiateurs de l'exposition de Nantes, sous plusieurs aspects. Sous l'aspect de l'archéologue, sous l'aspect de l'historien ou sous l'aspect de l'esclave lui-même. On peut faire un circuit en se plaçant à la place d'un esclave et en suivant le trajet. Donc l'exposition se présente avec deux modules principaux et un module plus petit, mais qui n'est pas complètement annexe d'ailleurs, une partie historique, où successivement on explique ce qu'est la Compagnie des Indes et comment elle commerce avec l'océan Indien, les Indes et la Chine, en montrant les produits qui font l'objet du commerce. Ensuite, on présente la traversée de l'Utile de Bayonne jusqu'à l'île de France. Ensuite, on présente le voyage de l'Utile vers Madagascar. Et ensuite, le naufrage. Donc, on progresse petit à petit jusqu'au naufrage. À chaque étape, on montre ce qu'il y a à bord du bateau sous forme de grands panneaux. On a essayé de synthétiser ce qui se trouvait à bord, donc que ce soit des esclaves ou des vivres ou des marchandises. Il y a deux réflexions intéressantes par rapport aux habitudes malgaches, c'est-à-dire que, les habitats en pierre, ce n'est pas du tout l'habitude malgache, et c'est même contraire aux habitudes malgaches, puisque au XVIIIe siècle en particulier, la pierre est réservée aux tombeaux. Le fait que ces naufragés acceptent, et j'imagine les discussions qu'il y a dû avoir entre eux, de vivre dans ce qui est perçu par eux comme un tombeau est vraiment très très intéressant. Ensuite, le fait qu'ils se regroupent autour d'une place centrale est aussi contraire aux habitudes malgaches, puisque les habitats malgaches sont individualisés, avec une cour personnalisée, très orientée par rapport aux points cardinaux. Donc vous voyez, le visiteur pourra voir ça. Au final, on est persuadé qu'ils ont reconstitué une micro-société, qu'ils ont géré leur environnement en fonction des conditions très, très difficiles. Les cyclones devaient les affecter chaque année. Le plus intéressant, c'est que quand on étudie l'habitat en détail, alors que la période, aux yeux d'un archéologue, est extrêmement courte, pour les archéologues, 15 ans, ça n'est rien, mais on trouve au moins 3 périodes d'adaptation de leur habitat. Donc ce sont des gens qui ont géré leur habitat, qui ont, dans la mesure où ils ont fabriqué des bijoux, et qu'ils ont retrouvé une vie sociale. Et c'est ça qui m'importe, parce que en matière d'esclavage, la plupart des histoires d'esclavage se terminent sur une note négative. Et là, ce que je trouve très fort, c'est que ces esclaves, enfin ils ne sont pas vraiment esclaves, ils ne sont plus esclaves, mais ils ont été marqués par l'esclavage, puisqu'on les a tirés de chez eux, embarqués de force, mais on en a né l'humanité, et par leur attitude, ils montrent qu'en fait c'était faux, puisqu'ils reconstituent une société. Et je trouve que c'est une fin très positive, des rares fins positives dans une histoire d'esclavage. C'est-à-dire que ces gens-là
démontré par leur comportement qu'il n'y avait pas de raison de les considérer comme des moins qu'humains.